Bienvenue sur la chaîne Page Sonore où les chefs-d'œuvre littéraires prennent vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un roman monumental, un tableau brutal et vibrant de la condition ouvrière au XIXe siècle, Germinal, d'Émile Zola. Publié en 1885, ce pilier des Rougon-Macquart nous transporte dans les mines de charbon du nord de la France, un monde où la sueur, la misère et la révolte se mêlent dans une fresque humaine inoubliable. Si vous êtes prêt à descendre dans les entrailles de la terre et à suivre des destins marqués par l'espoir et la tragédie, restez avec nous. Et si vous aimez explorer des récits qui secouent les consciences, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous sommes en mars 1866, dans les plaines désolées du nord de la France, près de Montsou, une ville minière fictive proche de Valenciennes. La nuit est froide, le vent glacial fouette la campagne, et une silhouette solitaire avance sur une route déserte. C'est Étienne Lantier, un jeune homme d'une vingtaine d'années, un baluchon sur l'épaule, le visage marqué par la faim et la fatigue. Étienne est un mécanicien de métier, mais il vient d'être chassé de son emploi à Lille après une altercation avec un contremaître. Fils de Gervaise Macquart, l'héroïne tragique de l'Assommoir, il porte en lui l'héritage d'une famille maudite par l'alcoolisme et la violence. Pourtant, sous sa colère bouillonne une soif de justice, nourrie par des bribes de lecture socialiste. Sans un sou, il cherche du travail, guidé par une rumeur, les mines de Montsou embauchent. Dans l'obscurité, Étienne s'arrête devant la fosse du Voreux, une mine de charbon qui domine le paysage comme une bête monstrueuse. Ses cheminées crachent une fumée noire, ses machines grondent, et ses galeries souterraines semblent avaler les hommes. Étienne, impressionné et intimidé, rencontre un vieux mineur, Bonnemort, dont le surnom ironique cache une vie brisée par 40 ans de travail au fond. Bonnemort, le corps ravagé par la silicose, tous un mélange de charbon et de sang, mais parle avec une résignation fataliste. Il explique à Étienne que les emplois sont rares, la compagnie de Montsou serrant les cordons de la bourse. Pourtant, par un coup de chance, un ouvrier manque à l'appel, et Étienne est engagé comme herscheur, chargé de pousser des wagonnets de charbon dans les tunnels. Sans expérience, il accepte, prêt à tout pour survivre. La descente dans la fosse est un choc. Les galeries, étroites et humides, s'enfoncent à des centaines de mètres sous terre. L'air est lourd, saturé de poussière de charbon qui colle à la peau. La chaleur est suffocante, l'eau ruisselle des parois, et les poutres de bois, mal entretenues, craquent sous la pression. Étienne découvre un monde d'épuisement et de danger. Des éboulements menacent, des gaz explosifs le grisou peuvent tuer en un instant, et les lampes vacillantes offrent une lumière chiche. Les mineurs, hommes, femmes et enfants, travaillent courbés, parfois à quatre pattes, pour extraire le charbon à la pioche ou pousser des wagonnets. Étienne, peu habitué, souffre dans cet enfer, ses muscles hurlant sous l'effort, ses poumons étouffant dans la poussière. Il est hébergé par la famille Mahut, des mineurs respectés mais écrasés par la misère. Toussaint Mahut, le père, est un homme robuste et honnête, chef d'une équipe de haveurs qui taille le charbon. Sa femme, la Maheude, gère le foyer avec une énergie désespérée, nourrissant leurs 7 enfants avec des repas maigres, soupe de pommes de terre, pain sec, parfois un peu de beurre. Leurs aînés travaillent déjà à la fosse. Zacharie, 20 ans, un haveur insouciant qui courtise Philomène Levaque, une voisine. Catherine, 15 ans, une herscheuse agile mais frêle, qui pousse des wagonnets avec une grâce triste. Et Jeanlin, 11 ans, un galibot turbulent qui surveille les portes d'aération. Les plus jeunes, Lénore, Henri, Alzire et les autres, restent à la maison, souvent malades, affamés, dans une masure du coron des 240, un village ouvrier aux maisons alignées comme des casernes. Le coron est un monde à part, où la misère est reine. Les maisons, propriété de la compagnie, sont humides, mal chauffées, et les familles s'entassent dans des pièces exiguës. Les mineurs, payés à la tâche, gagnent à peine de quoi survivre. La compagnie impose des amendes pour la moindre faute, et les salaires sont rognés par des calculs truqués. Les accidents sont fréquents, un ouvrier écrasé par un éboulement, un autre asphyxié par le grisou. Les secours sont rares, et les blessés, comme les morts, sont vite remplacés. Maigrat, l'épicier du coron, tient les familles en otage avec ses crédits, exigeant parfois des faveurs des femmes en échange de nourriture. Les Mahut, malgré leur dignité, s'endettent chez lui, comme tous les voisins. Étienne, intégré chez les Mahut, se lie d'amitié avec eux. Il est troublé par Catherine, dont la douceur contraste avec la brutalité de la mine. Mais Catherine est sous l'emprise de Chaval,
un haveur brutal qui la courtise avec une jalousie possessive. Étienne, révolté par cet homme, sans naître des sentiments pour elle, mais il se retient, respectant son apparente indifférence. Au fil des jours, il découvre les injustices du système minier. Les mineurs sont exploités par la compagnie, dirigée par les Hennebeau, un couple bourgeois distant, et les Grégoire, des actionnaires qui vivent dans l'opulence sans jamais voir la fosse. Étienne fréquente le cabaret de Rasseneur, un ancien mineur devenu tenancier, qui critique la compagnie mais prône une réforme prudente. Il rencontre aussi Souvarine, un machiniste russe, anarchiste froid et déterminé, qui parle de détruire le système capitaliste par la violence. La colère d'Étienne grandit. Ses lectures socialistes, bien que fragmentaires, l'ont marqué. Il rêve d'une société plus juste, où les travailleurs seraient unis. Lors des discussions au cabaret, il expose ses idées. Une grève, une caisse de secours, une révolution ouvrière. Les mineurs, d'abord méfiants, commencent à l'écouter. La Maheude, usée mais lucide, voit en lui un espoir pour ses enfants. Mais les tensions montent lorsque la compagnie annonce une nouvelle baisse des salaires, justifiée par la concurrence des mines étrangères. Les murmures de révolte se répandent. Étienne, devenu une figure parmi les ouvriers, organise des réunions secrètes dans la forêt de Vandame, loin des regards des contremaîtres. Il parle d'union, de résistance, et ses mots enflamment les cœurs, malgré les craintes de représailles. Un incident fait basculer la situation. Un éboulement dans la fosse blesse gravement Toussaint Maheu, coincé sous une poutre. Étienne et Catherine, présents, risquent leur vie pour le dégager, mais il est grièvement atteint. La compagnie, indifférente, refuse de payer des soins ou une indemnisation, arguant que l'accident est de sa faute. La Maheude, désespérée, voit sa famille menacée de famine. Cet événement, goutte d'eau dans un vase déjà plein, galvanise les mineurs. Étienne, porté par la colère collective, appelle à la grève. Les ouvriers, unis pour la première fois, cessent le travail. Les galeries du Voreux se taisent, les wagonnets s'immobilisent, et la machine semble endormie. Mais cette révolte, née de l'espoir, s'engage sur un chemin périlleux, où la misère et la violence attendent. La grève s'installe à Montsou, et le Voreux, cette bête d'acier et de charbon, reste silencieux. Étienne Lantier, porté par sa fougue et ses idéaux socialistes, devient le leader des mineurs. Les ouvriers, galvanisés par l'injustice subie par Toussaint Maheu, refusent de descendre dans la fosse. Les galeries, jadis remplies de bruit et de sueur, sont désertes. Les familles du coron des 240, unies dans leur colère, s'organisent pour tenir. La Maheude, malgré la faim qui tenaille ses enfants, soutient la grève avec une détermination farouche. Elle voit en Étienne un espoir, presque un sauveur, pour sortir sa famille de la misère. Mais la réalité est cruelle. Sans salaire, les réserves de pain et de pommes de terre s'épuisent vite. Les mineurs, habitués à vivre au jour le jour, n'ont pas de quoi tenir longtemps. Étienne, conscient de cette faiblesse, cherche à structurer le mouvement. Il s'inspire des idées de l'Internationale ouvrière, qu'il a découvertes dans des brochures à Lille. Il propose de créer une caisse de secours, alimentée par des cotisations, pour soutenir les grévistes. Les mineurs, d'abord enthousiastes, acceptent, mais l'argent récolté est maigre. Étienne organise des réunions dans l'auberge de Rasseneur, où les discussions s'enflamment. Rasseneur, prudent, conseille de négocier avec la compagnie. Mais Étienne, plus radical, rêve d'une révolte qui renverserait l'ordre établi. Souvarine, l'anarchiste russe, écoute en silence, un sourire énigmatique aux lèvres. Il ne croit pas aux grèves, qu'il juge trop timides, et parle de sabotage, d'explosion, de destruction totale du capitalisme. Étienne, troublé par ces idées extrêmes, préfère s'en tenir à l'union et à la résistance collective. Les jours passent, et la misère s'aggrave. Dans le coron, les poêles s'éteignent faute de charbon, et les enfants, comme Lénore et Henri, pleurent de faim. La Maheude, autrefois si fière, mendie du crédit chez Maigrat, l'épicier véreux. Ce dernier, profitant de la détresse des femmes, insensible qu'elles pourraient payer en nature. La Maheude, humiliée mais désespérée, refuse, mais d'autres, acculés, cèdent à ses exigences. Les tensions montent entre les grévistes eux-mêmes. Certains, comme Chaval, critiquent Étienne, l'accusant de les mener à la ruine. Chaval, jaloux de l'influence d'Étienne sur Catherine, sème la discorde, vantant sa propre force et son mépris pour la grève. Catherine, déchirée entre sa loyauté envers Chaval et son attirance croissante pour Étienne,
souffre en silence, continuant à travailler dans les ombres du coron pour aider sa famille. La compagnie, dirigée par les Henbo, ne cède pas. Monsieur Henbo, l'ingénieur en chef, vit dans une maison cossue à Montsou, loin des taudis du coron. Sa femme, Madame Henbo, méprise les ouvriers, qu'elle voit comme des bêtes paresseuses. Les actionnaires, comme les Grégoire, une famille bourgeoise qui vit de ses rentes, restent indifférents au sort des mineurs. Leur fille, Cécile, gâtée et naïve, ignore tout de la misère qui finance son confort. La compagnie engage des briseurs de grève, des ouvriers belges prêts à travailler pour moins cher. Cette décision enflamme les grévistes. Étienne, soutenu par la Maheude et Zacharie, mène une marche vers les autres fosses de la région Jean-Bart, Mirou, Madeleine pour rallier les mineurs et empêcher les jaunes de descendre. La foule, armée de bâtons, hurle sa colère, mais les gendarmes, appelés par la compagnie, interviennent. Une bagarre éclate à Jean-Bart, et un ouvrier est blessé, attisant encore la fureur. La grève prend une tournure violente. Les mineurs, affamés et désespérés, s'attaquent à l'épicerie de Maigrat. Les femmes, menées par la Maheude, pillent les rayons, réclamant du pain pour leurs enfants. Maigrat, paniqué, tente de s'enfuir, mais il chute du toit de sa boutique et meurt, la tête brisée. Cet événement choque le coron. La Maheude, horrifiée par ce qu'elle a déclenché, sent pourtant une rage intacte. Maigrat, avec son avarice, incarnait tout ce qu'il déteste. Mais la victoire est amère. Les gendarmes arrêtent plusieurs grévistes, et la compagnie durcit sa position, refusant toute négociation. Étienne, malgré ses doutes, tient bon, poussé par l'admiration des mineurs et par sa propre conviction. Il commence à fréquenter Catherine plus souvent, leurs regards se croisant dans les réunions ou les ruelles du coron. Une nuit, après une dispute avec Chaval, elle s'effondre en larmes dans ses bras, laissant entrevoir un amour naissant. Les bourgeois de Montsou, eux, observent la grève avec mépris ou peur. Les Henbo organisent un dîner avec les Grégoire et Denelin, un petit patron qui possède une mine voisine, Jean-Bart. Denelin, moins riche, craint de perdre sa fosse à cause de la grève, mais les Grégoire, protégés par leurs dividendes, se contentent de hausser les épaules. Madame Henbo, frustrée par son mariage sans amour, flirte avec son neveu, Négrel, un ingénieur jeune et ambitieux. Ces scènes de luxe contrastent cruellement avec le coron, où la faim pousse certains à briser la grève. Zacharie, par exemple, envisage de reprendre le travail pour nourrir Philomène et leurs enfants. La Maheude, déchirée, le supplie de tenir, mais elle-même vacille, voyant Alzire, sa fille malade, s'affaiblir jour après jour. Souvarine, de plus en plus isolé, commence à agir dans l'ombre. Il sabote discrètement des machines au Voreux, préparant un coup plus radical. Étienne, ignorant ses plans, continue d'organiser les mineurs, mais la fatigue et la faim érodent leur unité. Les réunions deviennent chaotiques, les disputes éclatent, et Chaval gagne du terrain, convainquant certains que la grève est vouée à l'échec. Un soir, lors d'une assemblée dans la forêt, Étienne apprend que la compagnie a fait venir des troupes pour protéger les fosses. Les mineurs, furieux, décident d'une action désespérée. Ils attaqueront le Voreux pour empêcher les briseurs de grève de descendre. La Maheude, les yeux brillants de colère, jure de se battre jusqu'au bout. Catherine, à ses côtés, choisit enfin Étienne, défiant Chaval, qui la gifle violemment devant tous. Ce geste marque un point de rupture. La grève, désormais, n'est plus seulement une lutte pour le salaire, mais une guerre pour la dignité. La grève à Montsou atteint son paroxysme, transformant le coron des 240 en un champ de bataille. Étienne Lantier, désormais leader incontesté des mineurs, conduit une foule enragée vers la fosse du Voreux pour empêcher les briseurs de grève de reprendre le travail. La Maheude, les yeux brûlants de colère, marche à ses côtés, suivie par Catherine, Zacharie et des centaines d'ouvriers armés de bâtons et de pierres. La faim et le désespoir ont durci leur résolution. Ils ne céderont pas. Les femmes, comme Philomène et la vieille brûlée, crient leur haine de la compagnie, tandis que Jeanlin, le jeune Galibo, entraîne une bande d'enfants dans des actes de vandalisme. La foule, galvanisée par l'injustice, envahit les abords de la fosse, saccageant les barrières et jetant des briques sur les gendarmes. Mais la compagnie, soutenue par les Henbo et les Grégoire, a appelé l'armée. Les soldats, baïonnettes au canon, forment un mur face aux mineurs. Dans le chaos, un affrontement éclate. Des coups de feu retentissent, et plusieurs ouvriers tombent, dont le vieux Mouk, un ami des Mahus,
et une jeune fille du coron. La Maheude, voyant le sang couler, hurle de douleur, mais la foule, terrifiée, se disperse sous la menace des fusils. Cette défaite brise l'élan des grévistes. La faim, plus cruelle que jamais, pousse certains à capituler. Zacharie, malgré les supplications de sa mère, reprend le travail pour nourrir Philomène et leurs enfants. D'autres, comme Chaval, trahissent ouvertement la grève, se vantant d'avoir négocié avec les contremaîtres. Catherine, dégoûtée par sa brutalité, se rapproche d'Étienne, et leur amour, jusqu'alors retenu, éclate dans une nuit d'abandon. Mais cet instant de tendresse est éphémère. La grève s'effondre, et les mineurs, un à un, redescendent dans la fosse, tête basse, sous les regards méprisants des bourgeois. Étienne, accusé par certains d'avoir mal conduit le mouvement, perd son aura. Rasseneur, dans son cabaret, le critique, tandis que Souvarine, toujours en retrait, prépare un acte extrême. Dans l'ombre, il sabote la fosse du Voreux, fragilisant ses structures pour provoquer un désastre. La compagnie, triomphante, impose des conditions encore plus dures, salaire réduit, amendes accrues et surveillance renforcée. Les Maheu, déjà éprouvés, subissent un nouveau coup. Alzire, la plus jeune fille, succombe à la faim et à la maladie, son corps frêle s'éteignant dans les bras de la Maheude. Cette perte brise la mère, qui perd foi en la révolte. Étienne, rongé par la culpabilité, tente de relancer la grève, mais le cœur n'y est plus. Les mineurs, épuisés, reprennent le travail pour survivre. Catherine, tiraillée entre son amour pour Étienne et sa peur de Chaval, retourne à la fosse. Chaval, furieux de sa liaison, la menace constamment, créant une tension insoutenable. Un matin, la catastrophe redoutée éclate. Souvarine, fidèle à son idéal anarchiste, met à exécution son plan. Il sabote les câbles de la cage d'ascenseur et inonde la fosse en rompant une veine d'eau souterraine. Le Voreux s'effondre dans un grondement terrifiant, engloutissant des dizaines d'ouvriers. Étienne, Catherine et Chaval, qui travaillaient ce jour-là, sont piégés dans les galeries inondées. Dans l'obscurité, coincés sous des tonnes de roches, ils luttent pour survivre. Chaval, devenu hystérique, attaque Étienne, mais dans la bagarre, il est mortellement blessé par un éboulement. Étienne et Catherine, seuls dans une poche d'air, se rapprochent dans un mélange de peur et d'amour. Ils s'embrassent, partageant leur dernière force, mais l'eau monte, et l'air se raréfie. Catherine, épuisée, meurt dans les bras d'Étienne, qui, miraculeusement, est sauvé par les secours menés par Négrel, l'ingénieur. La tragédie du Voreux choque Monceau. Les bourgeois, comme les Hennebeau et les Grégoire, minimisent leurs responsabilités, accusant les mineurs de négligence. La Maheude, brisée par la perte de Catherine et d'Alzire, retourne au travail, poussant des wagonnets comme une automate. Jeanlin, devenu un voyou, disparaît dans les rues, tandis que Zacharie meurt dans un autre accident de mine, laissant Philomène seule avec ses enfants. Étienne, marqué par la mort de Catherine, décide de quitter Monceau. Il part pour Paris, espérant rejoindre les rangs de l'Internationale ouvrière, convaincu que la lutte doit continuer, malgré l'échec de la grève. Souvarine, lui, disparaît sans un mot, satisfait d'avoir frappé un coup contre le système. Germinal s'achève sur une note d'espoir ambiguë. Alors qu'Étienne s'éloigne, il entend sous la terre un grondement, comme si les mineurs, malgré tout, préparaient une nouvelle révolte. Zola nous laisse avec une image puissante, celle d'un peuple opprimé, mais prêt à germer, comme une graine sous la terre, pour un avenir incertain. Ce roman, brutal et poignant, est un cri contre l'injustice, un portrait sans concession d'une société divisée. Si cette plongée dans les mines vous a bouleversé, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits aussi puissants. Laissez un pouce bleu et partagez en commentaire. La révolte des mineurs était-elle vouée à l'échec ou portait-elle les germes d'un changement? À bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.